Bonjour à tous, merci Adeline, merci à tout le monde pour l'invitation. Euh, je m'appelle Ala Abi Haïdar, mais sauf si vous voulez me recommander pour un boulot, appelez-moi Fabien ou Alexandre. Euh, voilà, je travaille au Lipsis euh, et excusez-moi, je ne suis pas journaliste, donc tout ce que je dis qui ne rentre pas dans vos vocabulaires. Euh, Demandez-moi si vous avez des questions pour les mots techniques informatiques. Et encore une fois, excusez-moi parce que je viens d'une formation anglaise, donc j'ai fait mon doctorat aux États-Unis en informatique. Et fouille de données, apprentissage, machine, et c'est ce qu'on fait au Lipsis, dans l'équipe de Jean-Gabriel Ganassia. Donc là, aujourd'hui, je vais parler des données et informations. Donc c'est l'étape, voilà, si vous avez on a pas mal de données qui sont publiées sur Internet, tout ça, mais la question après, est-ce que c'est fiable? Comment c'était fourni? Quels sont les algorithmes qui l'ont produit? Et ce qu'on fait au Lipsis, c'est en fait vraiment essayer d'extraire, scraper ou extraire des textes qui sont non structurés, essayer de les mettre dans des bases de données, de créer voilà, des données structurées qu'un journaliste peut utiliser. Donc j'ai fait cette hiérarchie de données qui a à la base les données brutes. Ça peut être, les données brutes, c'est vraiment tout ce qui peut être capté par des capteurs. Ça peut être même toutes les notes que vous êtes en train de noter maintenant en ce moment. Si on les numérise, on peut faire un cloud visualization de tout ça. On peut voir ce que tout le monde pense que j'ai dit, pas seulement une seule personne. Données, ça peut être tout ce qui est enregistré en ce moment, comme la voix en vidéo. On peut même faire des analyses par exemple, voir la fréquence de ma voix, par rapport aussi, la comparer au regard d'Adeline, voir s'il y a des corrélations. Mais je ne sais pas si ça peut intéresser un journaliste ou pas, mais voilà une question qu'on peut poser avec toutes les données. Je ne vais pas dire que c'est euh, voilà, il y a une corrélation peut-être ou pas, ou causalité. Après, c'est un statisticien ou économique à voir quoi cause quoi. Mais là, je vais parler plutôt des données brutes, surtout textuelles, parce que excusez-moi, parce que voilà, on a beaucoup de données textuelles qui sont non structurées, des masses, des blogs, des microblogs comme Twitter, euh, des publications, des articles scientifiques, même des journaux. En fait, il n'y a pas longtemps, la BNF, elle est en train de numériser des, euh, des journaux des années 1800, 1900 et les publier euh, en numérique. Donc, on peut accéder à tout ça, on peut traiter ces données, il faut les nettoyer. Bien sûr il y a beaucoup de traitements à faire parce que ce sont des données bruitées. Parce que, alors, je vais parler ensuite, de tout ce qui concerne ce genre de données, comme pourquoi c'est bruité, pourquoi c'est pas 100% net. Euh, mais là, je vais aussi monter dans l'échelle pour vous montrer qu'à partir de ces données qui sont par exemple non structurées, on peut avoir des données structurées comme les bases de données dans SQL, dans XML, des tables. Euh, et à partir de ça, on peut les lier pour créer des idées, des concepts. Voilà, ça c'est un exemple, ce sont des exemples d'informations. Et à partir de cette information, si on l'organise encore mieux, on peut créer des théories, des hypothèses. Et de ces connaissances-là, on peut créer des articles. Voilà, le produit final, ça peut être un article, une histoire que vous pouvez publier, que vous pouvez vendre, entre guillemets. Et, mais tout ça, il faut bien choisir
tout d'abord les bonnes données, les données fiables, et aussi savoir quoi choisir dans les données, parce qu'on a l'obésité informationnelle ou déluge de données, ce qu'on appelle en anglais information smog ou overload. Et il y a des algorithmes à filtrer de ce qui nous intéresse et l'utiliser. Donc moi, malheureusement, je ne vais pas parler de tout ce qui est comme produit des données, donc tout ce qui était fait en visualisation. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder les TED Talks de David McCandless. Est-ce que vous le connaissez? Tout le monde? Non? Alors, vous faites quoi là? Vous devez le regarder au lieu. Vraiment, c'est très inspirant, c'est super motivant. Donc, il y a des masses de données et un tas de visualisations qui sont très, très intéressants. Qu'après, on ne va plus se demander pourquoi avoir des open data et tout ça. Dommage que il est parti. Voilà. Sinon, il y a un autre blog ou site qui s'intéresse plus à l'esthétique que l'information, c'est Information Aesthetics. Et après, on peut regarder ça d'une côté plus recherche scientifique. Donc, il y a MIT Media Lab et Sensible City Lab qui travaillent sur l'urbanisme, la recherche. Par exemple, ils ont eu 7 millions des documents de patients. Ils ont pu visualiser quelles maladies sont associées avec quel gène, avec quel... tout est anonyme. Après, il y a des études encore plus scientifiques publiées. Il y a nos collègues qui sont à Indiana University, Mike Conover, qui a étudié la polarisation politique avec Twitter. Donc, juste avant les votes aux États-Unis, ils ont visualisé la droite et la gauche par rapport à tout ce qui était mentions et hashtags. Et il y a d'autres études sur les données de Twitter qui, par exemple, étudient les sentiment analysis. En fait, ils ont visualisé les états, tous les états, les couleurs par rapport à tout ce qui est le bonheur, en fait, en fonction de temps, dans tous les États aux États-Unis. Et c'est très intéressant à voir. Mais en passant des données non structurées à données structurées, à avoir ces visualisations, ces données, ces produits finaux, qu'est-ce qu'on fait au milieu? Donc, voilà notre contribution et recherche au LIPSIS. Je vais parler un peu de la reconnaissance des entités nommées. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est? Sans lire, qu'est-ce qui est... Non? Parfait, parce que je suis là pour parler de ça. Donc, la reconnaissance des entités nommées, en anglais, Named Entity Recognition, c'est l'étiquetage ou l'annotation des noms ou des mots, des plusieurs mots, qui peuvent correspondre à des concepts. Donc, les concepts, ça peuvent être des catégories qui définissent nom de personne, nom de lieu, nom d'organisation. Voilà, les trois classiques sont personne, lieu, organisation. On les appelle NMX. On peut ajouter tout ce qui est, par exemple, le temps. Ça fait TimeX. Et il y a plusieurs solutions. Les solutions supervisées, ça veut dire on va faire l'apprentissage machine. Mais pour ça, il faut avoir déjà des données annotées. Donc, vous voyez la différence. Il y a données brutes qui sont les données masse de texte, mais il y a aussi des données qui sont déjà annotées à la main. Ça, c'est plutôt information qui est encore donnée. Donc, c'est très important pour que la machine apprenne comment annoter automatiquement. Et après, il y a des méthodes... Ouais, mais le seul problème des méthodes supervisées, c'est que ça prend énormément de temps pour l'annoter à la main. Et on n'a pas des gens qui veulent faire ça. Et voilà, donc il y a des solutions non supervisées. Ça veut dire on prend des dictionnaires et on essaye de trouver
ces mots-là, mais les problèmes avec les dictionnaires, c'est l'ambiguïté. Par exemple, on ne sait pas, quand on parle de Paris, si c'est Paris la ville ou Paris Hilton, par exemple. Je ne sais pas. Ça dépend du contexte, bien sûr, mais après, il faut des algorithmes qui comprennent ça. Après, là, j'ai inventé un mot peut-être. C'est finitude, ça veut dire que c'est limité. Les dictionnaires sont, ils peuvent pas avoir tous les mots possibles. Et après, ça dépend de domaine aussi. Donc, par exemple, si on parle de la Phénicie, c'est d'où je viens d'ailleurs. Euh, c'est un peu très vieux et c'est pas dans tous les dictionnaires. C'est où il y avait Liban et plein d'autres pays. Voilà. Et donc, à part ça, il y a le problème de bruit. Donc, quand on prend des manuscrits ou des journaux qui sont de 20e, 19e siècle, euh, on va voir que le manuscrit n'est pas très bien maintenu. Il y a euh, voilà, c'est pas très clair. Il y a aussi des problèmes de ossérisation, et là je vais expliquer. Ossérisation, ça vient de OCR, donc c'est essayer de numériser d'une image, avoir le texte. Donc pas tout est à 100%. Donc voilà. Et pourquoi c'est important tout ça? Et donc si on a une masse de texte, on va essayer de prendre ces catégories pour créer une histoire, pour résumer tout ce qui était écrit. Donc là, je vais donner des exemples à partir des collaborations qu'on fait avec... ça, c'est la première. Ça peut vous intéresser beaucoup, donc attention. Avec la BNF et Europeana. Donc ils sont en train de numériser beaucoup de presse. Ça, c'est le Petit Parisien. Et ce on a accès à l'image, celle-là, et on a accès au XML. Vous ne pouvez pas très bien le voir, mais il y a un tas de codes et parfois des mots. Il faut bien extraire les mots dans le format correct, standardisé, peut-être enlever des choses euh, qui sont pas très claires. Si la confiance, la fiabilité des mots n'est pas très haute, il faut l'enlever aussi. Donc tout ça, il faut le traiter avant. Et à la fin, le produit, ça va être des textes annotés avec nom des lieux, nom des personnes et nom d'organisation. Après, on peut prévoir d'autres catégories qui peuvent nous intéresser, par exemple des verbes, des relations entre les deux, etc. Donc on fait la même application à peu près avec des maisons d'édition. Par exemple, sur un projet L'Occupleto avec Jouve, Tralalaire, Le Robert, et aussi, donc ce sont des éditions jeunesse, et aussi avec Hopville pour la littérature française. Donc on a les données comme des bouquins ou des œuvres de littérature qu'on a dans des formats EPUB ou XML. Et à partir de ça, on va essayer aussi de trouver, d'annoter les classes, les catégories, lieux, personnes, organisations, et enrichir le texte. Donc, c'est pour faciliter la littérature et créer des liens. Par exemple, ça c'est dans le bouquin Rome et l'Empire romain. Donc, la fondation, on va créer un lien à la fondation. Qu'est-ce que c'est? Voilà, Rome, un autre lien, d'où ça vient, etc. Peut-être la date, on va la trouver dans Wikipédia. Tout ça pour enrichir le texte et l'expérience de la littérature. Voilà. Sinon, il y a aussi des études stylistiques avec Hopville, aussi comparaison entre des auteurs, voir s'il y avait des plagiarism, tout ça. Finalement, une autre application qu'on fait en collaboration avec des biologistes
en immunologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc on a des masses de textes qu'on peut extraire de PubMed. Donc là, en fait, je vais parler un peu de scraping, euh, ou plutôt ça va être web crawling. Donc là, ce sont des données qui sont des articles publiés dans PubMed. Il y a à peu près 19 millions d'articles. Et, euh, et, euh, et voilà, ce qu'on peut faire, c'est écrire un petit script qui va tout télécharger, ou télécharger juste les abstracts, ou télécharger les titres, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc dans ce cas-là, on télécharge tout ce qui est des abstracts et on essaye d'annoter euh, les catégories de concepts. Donc au lieu d'avoir les trois catégories classiques en Amex, lieu, personne, organisation, ici on s'intéresse plutôt à tout ce qui est des organes, des valeurs numériques, des, euh, des, euh, voilà, des organismes, etc. Et comme ça, on peut lier entre tout ça pour résumer tout ce qui était publié et faire des analyses après. D'accord? Donc, la procédure est dure, mais ce n'est pas pour vous décourager. On peut, euh, on peut peut-être même oublier la première partie de l'image OCR pour la création de textes et XML. Donc, à partir de textes et XML, qu'on a déjà pas mal des données qui sont comme ça. Donc, ce sont des données brutes et non structurées. Ce qu'on fait pour faire la notation, tout d'abord, on fait post-tokenization, donc c'est euh, l'étiquetage syntaxique. On essaye pour chaque mot de trouver qu'est-ce que c'est grammaticalement, si c'est un objet direct, nom, voilà, verbe, etc. Après ça, les, euh, on va mettre les catégories qu'on trouve dans le dictionnaire. Et après ça, on va tester notre algorithme qui va faire plusieurs tests avec la validation. Donc ça, c'est une méthode qui s'appelle K-fold cross validation pour voir combien on essaye de repérer. Et après qu'on teste ça plusieurs fois, on va changer les paramètres pour voir si on peut optimiser ou améliorer nos résultats. Et après, dès qu'on a une, une méthode fixe avec des paramètres qui sont assez bons, on peut faire des prédictions. Donc on peut tester sur des milliers de textes automatiquement, donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà, ici j'ai juste proposé quelques idées de collaboration ou quelque chose qui peut vous intéresser à partir de ce qu'on fait et ce que vous faites, je pense. Donc peut-être à partir ou des données de Twitter ou des articles publiés dans des journaux, on fait la reconnaissance des entités nommées. Donc on peut voir dans tout ce qui était publié, on peut repérer tous les noms de personnes, peut-être repérer les actions, donc les verbes, on peut les catégoriser, donc peut-être vous avez un dictionnaire de tout ce qui est déjà dans les verbes d'action qui vous intéressent, et on fait des liens entre tous ces noms-là, ces noms propres, et on peut les lier à des lieux ou à des temps, une date, et on peut résumer tout ça à partir de tout ce qui était publié pour faire des statistiques jour par jour, semaine par semaine, ville par ville. Après, vous voyez, vous pouvez faire des visualisations comme ça en France ou ailleurs, et vous auriez des articles qui sont encore mieux, à mon avis, de ce qui est publié individuellement ou par un point de vue. Donc ça va devenir collectif. Donc tout ce qui a été publié, rassemblé collectivement. Et voilà, je vous remercie. Ça, c'est mon email si vous avez des questions ou peut-être potentiellement des collaborations. Je vais aussi vous montrer une photo si j'arrive à... il faut juste chercher deux choses. Tout. Oups.
clavier français. Ça. Donc, ça, c'est une photo mosaïque qui est faite de tous les profils Facebook de mes amis que j'ai repérés, qui fait Ubuntu, donc j'existe si tout le monde existe. Donc c'est ça pour moi l'information. Le data, c'est vraiment un truc collectif. L'information, c'est pas juste un point de vue, mais plusieurs points de vue. Merci beaucoup.